Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Des murmures dans la fourmilière. Juin 1913. Sans nul doute, le mois le plus festif de toute l'histoire de Walnut Grave. Chaque semaine, les services de la mairie avaient offert à la population toutes sortes de divertissements. Aux concerts itinérants et spectacles d'artistes prestigieux venaient se mêler des cirques, des expositions d'art et des fêtes foraines. Par un mécénat des plus civiques, Bill Robinson finança en grande majorité les événements. Il s'attira ainsi les bonnes grâces de toute la ville. Et pour la première fois, un projectionniste vint s'installer avec son matériel sur une plaine du domaine Robinson. De nombreux élus de la ville et du comté furent également conviés à cette occasion, ainsi que les autres membres des Minutemen. Mais seul Jerry Shuster répondit présent, curieux de découvrir ce nouveau prodige scientifique qu'était le cinéma. Obnubilé par ce tableau vivant, Jerry savoura chaque seconde, chaque note de musique. Il en regretta même d'avoir mis fin à sa carrière de spectacle. Le film projeté était des plus simplistes. Des hors-la-loi attaquaient un train, volaient l'argent des voyageurs et prenaient la fuite avant de se faire tuer par des rangers. Mais ce qui impressionna l'ancien militaire, ce fut ce souci du détail qui offrait un certain réalisme à la fiction. Le film était violent, avec plusieurs morts dont les hurlements coupés semblaient pourtant parfaitement audibles. Et comme le reste du public, Jerry sursauta quand le dernier plan révéla un bandit ouvrant le feu sur la caméra. Ces projectiles semblèrent s'échapper de la toile pour toucher les spectateurs. Le cinéma était un art nouveau que Jerry regrettait d'avoir sous-estimé. À l'inverse du théâtre, c'était un monde très simple. Il n'y avait pas besoin de parler, juste de gigoter comme une marionnette pendant que le réalisateur récoltait toutes les tâches ingrates. Il en fallait des mécanismes compliqués pour donner à ce fouillis d'images une animosité qui manquait cruellement à d'autres disciplines créatives. Après la projection, le militaire retrouva Kane Miller en train de discuter avec des hommes d'affaires. D'un simple regard, il l'invita à venir lui parler, ce que le directeur souriant fit aussitôt. Il salua ses convives et s'approcha de Jerry. Alors, t'as trouvé ça comment? Le spectacle t'a plu? Il m'a prouvé que je m'étais trompé de carrière. Il y a un coin où on peut discuter seul à seul. Interloqué, Kane haussa un sourcil et conduisit son camarade jusqu'au manoir. Sur le chemin, les deux amis reparlèrent du film. En arrivant au grand salon, ils trouvèrent Billy O'Neill et Bill Robinson avachis sur un canapé. La première savourait une tasse de thé et le second lisait un journal. En voyant entrer Kane et le militaire, le vieux directeur se contenta d'un simple hochement de tête. Un type vraiment étrange, ce Bill Robinson. Des centaines de curieux étaient venus s'attrouper dans son jardin pour faire la fête, et lui préférait rester cloîtré dans son château. Billy O'Neill, quant à elle,
logé au manoir depuis la fermeture du Firefly. Kane servit un verre de whisky au militaire et l'invita à se confesser. J'avais dit seul à seul. Si tu veux le cavalier noir, tu dois accepter ses conseillers. Ma présence est-elle réellement nécessaire? Elle l'est. Quoique Monsieur Shuster ait à me dire, je préfère avoir votre avis. Jerry jeta un regard consterné à son ami. Comme les autres Minutemen, ils n'avaient pas apprécié que le Cavalier Noir leur dissimule l'existence de cette danseuse avec laquelle il partageait ses aventures et son lit. Billie O'Neill était très belle, mais elle avait travaillé au service de Thomas Mandrake. Ce détail suffisait à Jerry pour ne pas cacher ses inquiétudes. T'es au courant pour Harry? Tu parles de son engueulade avec Martin? Ouais, Rob m'en a touché 2 mots. Je te parle de la raison de cette engueulade. Oui, aussi. Harry pense que la mort d'Oswald est une supercherie. Il avait émis la même hypothèse sur le suicide de ce fermier. Comment déjà? Rainman, je crois. Écoute, je sais que pour tout le monde c'est de l'histoire ancienne désormais. Mais ça titille pas un peu tous ces coups de chance? Le stoïcisme de Kane agaça Jerry. Depuis qu'il avait jeté son costume au placard, le gentil directeur s'était recentré sur les affaires de son entreprise. Il avait apporté son soutien au plan de réhabilitation, et les fonds que Bill avait alloués au divertissement pour la population lui avaient conféré une aura de bienfaiteur. De surcroît, la relation entre Billy et Kane semblait se renforcer chaque jour. Jerry ressentit une gêne en lui envoyant toutes ces théories complotistes au visage. Il le poussait une nouvelle fois dans cet interminable fossé d'énigmes qui était devenu Walnut Grave. Harry est encore jeune. Ce qu'il a enduré dépasse ses attributions et son état d'esprit. La bataille de décembre, Mandrake, et maintenant la mort du manchot. Cela a dû lui embrouiller les idées. Pas autant que Martin pourrait le penser, mais assez pour qu'il se refuse à reconnaître les choses telles qu'elles sont réellement. Ne sous-estime pas ce gosse. Personne de son âge ne lui arriverait ne serait-ce à la cheville. La preuve, vous vous cachez tous derrière la barrière de la maturité pour le rabaisser. Pourtant, c'est bien le seul qui se démène pour faire éclater la vérité. Si seulement nous pouvions comprendre ce qui s'est passé, alors toute cette brume disparaîtrait. Et quelle solution proposes-tu? D'aller voir le seul type qui puisse nous renseigner, au pénitencier de McKean. L'ancien cavalier noir resta silencieux. Son regard s'emplit de doute. Jerry redoubla d'excitation. Réfléchis, on va voir Joe Siegel. On parle avec lui. On voit comment il cause, comment il se comporte. Et là, on saura. Et là, on saura quoi exactement? On saura si oui ou non il y a un loup dans la bergerie. Bordel. Je te le dis, la libération de Stone, c'est pas un hasard. Le syndicat est en train de se reformer. Le directeur jeta un regard perdu vers sa compagne qui gardait son calme, assise sur le canapé à boire son thé. Hésitant, Kane se resservit un verre d'alcool et le vida aussitôt. Et pourquoi est-ce que tu viens me voir, moi? Jerry voulut répondre, mais il fut stoppé dans sa lancée par Bill Robinson. Parce qu'il a besoin de moi. Si un policier ou un agent assermenté venait interroger monsieur Siegel, cela suffirait à le rendre méfiant. Mais si quelqu'un d'étranger aux forces de l'ordre ou aux Minutemen venait le voir, cela lui serait plus simple pour avoir des réponses à ses questions. Très bien. Dans ce cas, pourquoi vous? Parce que lui, il a une bonne raison. Billy se leva. Elle posa sa tasse et se plaça aux côtés de Jerry. Votre fils n'était pas en bon terme avec le syndicat, je crois. Si vous alliez voir Siegel en prétextant de le questionner sur les ombres qui entourent la mort de vos proches, il serait sûrement assez loquace sur le sujet et sur le futur.
Monsieur Schuster, c'est bien ça votre plan? C'est bien ça. Seul Monsieur Robinson peut nous faire entrer à McKean. Et bien sûr, sans passer par un mandat signé de la main de Gartner qui foutrait en l'air cette opération. Et s'il s'avère que tu as tort? Bah dans ce cas, Oswald est bien mort. Le syndicat est toujours enterré. Harry et moi devrons nous excuser. Ça sera dur, mais je serai soulagé. Harry pourra de nouveau respirer en paix. Mais si j'ai raison, on aura enfin la chance de tout arrêter avant que cette duperie ne prenne trop d'ampleur. Jerry vit Billy acquiescer à ces affirmations. Un tel soutien manqua de le désarçonner. Il n'avait jamais parlé à cette femme. Et pourtant, elle semblait prête à le suivre dans sa folie, quitte à entraîner avec elle Kane et le vieux Robinson. Et tu utiliserais le pire souvenir de la vie d'un vieil homme juste pour flatter ton ego? Arrête avec tes grands airs. Ton ami a besoin d'aide. Peut-être trompe-t-il, mais pour le moment, rien ne prouve qu'il soit ou non dans l'erreur. Il y a là une chance d'achever le peu de pouvoir que détient encore le syndicat. Et si Stone a été envoyé pour préparer le terrain, il serait bon de l'arrêter avant. Robin s'occupe déjà de Stone depuis plusieurs jours. Jusqu'à présent, il n'a rien fait de suspect. Mandrake non plus ne faisait rien de suspect. Et Robin a failli en payer le prix. Monsieur Schuster semble avoir retenu une leçon de cette histoire. Alors toi aussi tu devrais réfléchir. Sinon Robin sera le premier à en pâtir. Une fois encore. Le directeur demeura la bouche ouverte, incapable de répondre au pic de Billy. Jerry était impressionné par cette jeune femme. Son intuition lui rappelait celle plus timide de Harry. Alors que la querelle montait en crescendo, Kane, désemparé, tourna ses yeux abattus vers le vieux Robinson. « Bill, qu'est-ce que vous en dites? De nous tous, vous êtes le seul à pouvoir trancher. » Oh, vous savez très bien ce que j'en pense. C'est moi qui vous ai fait venir dans cette usine à gaz. Vous avez déjà tellement fait pour cette ville que vous en avez gagné le droit de cesser de jouer votre rôle de justicier nocturne. Cependant, dans l'hypothèse où M. Schuster ait raison, la réémergence du syndicat des travailleurs réduirait à néant tous nos efforts. J'ai suivi vos aventures de trop loin pour me faire un avis, mais en juger par tous les éléments qui vous divisent les uns les autres, je pense qu'il est temps pour moi de rencontrer ce monsieur Siegel. Avec mon directeur et le Red Jacket à mes côtés, je suis sûr de pouvoir supporter les regards de ce monstre. Décidément, plus il écoutait le vieux Robinson parler, et plus Jerry sentait une étrange méfiance l'envahir. Le changement de ton dans ses paroles lui rappelait le comportement de William Stone le jour de sa libération. Kane repartit dans une intense réflexion. Jerry se rendit compte de la détresse de son camarade, qui avait besoin de plusieurs avis pour prendre ses décisions. Bill Robinson était plus qu'un complice du Cavalier Noir. Il s'assurait également que son protégé garde conscience des réalités. Quant à Billie O'Neill, le militaire ne comprenait toujours pas la place si importante qu'elle occupait dans le cœur de son ami. Mais elle avait de l'influence sur lui. Il valait mieux l'avoir de son côté. Fort bien. Allons voir Siegel. Je vais m'arranger avec Ostrander pour organiser une visite. Après tout ce que Bill et moi avons fait pour vider sa prison, il sera forcé d'accepter. Disons la semaine prochaine. Je te préviendrai, Jerry. On prendra la voiture. Merci, Kane. Après ça, tu pourras me demander ce que tu veux. Je te le promets. Oh, ça, il y compte bien. Soulagé par l'acceptation de Kane, Jerry retourna profiter des festivités. Quand le soir commença à faire disparaître le soleil, le militaire se rendit au Hill Wolf. Il dut jouer des coudes dans la salle surchargée pour atteindre le comptoir. Autour de lui,
les clients lui jetaient de brefs regards décontenancés. Hormis le barman, personne ne vint lui adresser la parole. Il ignora l'hostilité ambiante et se concentra sur la bière qui lui avait été servie. Après ses nombreuses péripéties contre les Espagnols et les Amérindiens, ces visages qui le toisaient ne suffiraient pas à percer sa carapace. Jerry emporta son verre pour se poser sur une table dans un coin. Tout en souriant, il se demanda si ce barman qui l'avait servi si froidement n'y avait pas rajouté un crachat. Au moins, il ne passerait pas la soirée à répéter les mêmes histoires romancées de sa carrière dans l'armée. Raconter ses aventures était un passe-temps que Jerry appréciait et détestait en même temps. Un sentiment qui le gangrénait depuis qu'il avait joué les défenseurs de la liberté lors de la campagne républicaine de 1900. Il enviait toujours son personnage, le Red Jacket, qui s'était accaparé les moments de gloire de son passé. Jerry Shuster, au contraire, devait se remémorer les parties les plus lugubres, les parties qu'il omettait volontairement. Et malgré le réconfort qu'apportait sa bière, l'ancien militaire laissa ses songes l'éblouir de tableaux macabres. Il revoyait les plaines de San Juan, couvertes de cadavres, et ce charnier perdu au fin fond du Dakota du Sud. Quand Red Jacket récitait son texte, il mettait en avant la férocité des Sioux et le courage de ses compagnons d'armes. Mais Jerry Shuster s'était toujours retenu de jeter à la foule les portraits des femmes et des enfants qu'il avait enterrés ce jour-là. Alors que les pleurs de ses plus petites victimes résonnaient dans sa tête, le militaire vit sa main commencer à trembler. Son cœur tambourina sous son torse épais. Il savait comment cela allait se terminer, comme chaque nuit. La simple évocation de ce charnier empli de familles amérindiennes suffirait à faire couler des larmes sur son visage. Il allait se lever pour filer rejoindre son appartement quand un homme assez imposant émergea de la foule. Monsieur Shuster, le grand champion de Roosevelt, le survivant de Cuba, le chasseur de peau rouge, le Red Jacket. Quelle surprise de vous voir ici. Je viens quand même au Hill Wolf au moins une fois par semaine depuis 6 mois. Je le sais déjà, mais étant donné l'animosité ambiante, j'aurais cru que vous vous éclipseriez, comme la furie du Montana. L'étranger avait un sourire carnassier. Il s'assit en face de Jerry. Dans ses yeux brillait une certaine euphorie qui suffit à déstabiliser l'ancien militaire. Dans sa tête, des scènes sanglantes de combat continuaient de s'enchaîner. Est-ce que vous savez qui je suis ? Je le devrais. Jerry serra les poings. Qu'est-ce que ce fouineur lui voulait ? Je m'appelle Doug Dixon. Vous avez dû entendre parler de moi. Je suis en charge de Vous êtes en charge de surveiller notre ami William Stone. Et alors ? Qu'est-ce que vous foutez ici ? Vous l'avez perdu ? Pour le moment, Stone est très bien là où il est. Avec la mort d'Oswald le Manchot, le juge Gardner a décidé de relâcher la pression. De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec tous ses copains au mitard ? Au moins ça vous arrange bien. Ça vous laisse un peu de répit. Il faut l'avouer, tout va bien. Stone se tient à carreau. Les criminels relaxés ont, pour la plupart, été réintégrés dans l'usine du vieux Robinson.
Et le juge nous a autorisé à recruter de nouveaux adjoints pour les services de l'ordre. Maintenant, Bester et moi, on est main dans la main à mater les bleus. Il était vrai que plus le temps avançait et plus les Minutemen s'éloignaient pour répandre la justice. Martin avait fort à faire avec la nouvelle vague de policiers qui avait émergé suite à la grande réhabilitation. Et Kane usait désormais de son rôle de directeur des chemins de fer pour aider les rejetés à retrouver une place dans la société. Depuis son altercation avec le shérif, Harry se contentait de régler des affaires sans importance. Il pouvait souffler après le stress qu'il avait éprouvé ces derniers mois. Mais Jerry n'était toujours pas convaincu. La rencontre imminente avec Joe Siegel marquerait pour lui le dénouement de cette histoire. En supposant, bien évidemment, que l'ancien chef du syndicat accepte de collaborer. Votre boss, Finger, c'est quand même un drôle d'oiseau. Je veux dire, le gars manque de se faire descendre sous la pluie. Et que sans même se reposer, il repart au feu. C'est-à-dire? Bah, il passe son temps dans sa tour, avec Stone et Schwartz. Il s'assure que les têtes brûlées qu'on a sorties de tôle soient bien obéissantes. Il nous en a même envoyé au commissariat comme agent sur le terrain. Ça nous permet de gérer plus rapidement les affaires. Et ça me rappelle justement un point sur votre cas. Jerry n'écouta qu'à moitié les propos de Dixon. Il songeait toujours aux charniers du Dakota et au champ de bataille de Cuba. Dixon reprit la parole. L'expression de son visage se voulut plus grave, voire intimidante. Ce fameux soir, quand on était tous chez Bester à surveiller Mandrake, vous étiez bien au district ouest, à jouer les sentinelles, c'est ça? Oui, c'est cela. C'est marrant ça, parce que la semaine suivante, j'ai une fille qui est venue me voir. Et elle m'en a raconté de belles sur vous. Le militaire se paralysa de terreur. Aux images de la guerre se substituèrent les souvenirs de cette nuit infernale. Il avait bien monté la garde au district ouest, mais sa dépression l'avait fait opter pour un divertissement qu'il regrettait depuis. Soyez bien attentifs, Shuster. Des moments d'égarement, on en a tous. Vous avez vu un bon coup, et ça vous a fait oublier votre devoir. Ça arrive. Que vous ayez préféré courir la gourgandine plutôt que protéger vos amis, ça vous regarde. Mais elle m'a dit que vous étiez pas le genre romantique. J'ai vu le bleu sur sa joue. Complètement désarçonné, Jerry était au bord des larmes. Écoutez, Non! C'est vous qui allez m'écouter. Je me suis arrangé avec cette fille au travail si ingrat. Marston était déjà dans la merde. Alors j'avais pas envie que vous aussi finissiez au tribunal. Si vous voulez vous défouler, il y a plein d'autres activités, mais pas celle-là. On a assez de dépravés dans cette ville. J'en ai attrapé des pervers. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce bar, il n'y en a aucun. Et je veillerai à ce que ça soit toujours le cas. Maintenant, si vous voulez chialer, rentrez chez vous. Mais si c'est la bagarre que vous cherchez, j'ai dans cette salle 1, 2, 3, 4, 5, 6 gars pour m'aider. Et une trentaine de témoins qui confirmeront que vous vous êtes jeté sur moi sans aucune raison. Maintenant, tirez-vous. Jerry avait les yeux rouges de honte. Après toutes ces semaines passées, il avait espéré que cet égarement d'un soir ne serait jamais évoqué. Si Robin l'avait su,
il l'aurait certainement banni des Minutemen. Mais le pire aurait été la réaction imprévisible de Charlène. Frissonnant sous sa veste rouge, il se leva pour retrouver sa solitude. Dixon l'attrapa par le bras. Son regard noir fusilla le militaire affaibli. Jerry tenta de se dégager, mais le policier serra son bras encore plus fort. Une dernière chose, Shuster. J'espère que cet incident sera le dernier. Sinon, c'est avec un grand plaisir que je vous coffrerai. Vous et toute votre clique de carnaval. Dixon relâcha sa pression et laissa partir Jerry. Le militaire ne daigna répondre. Sa tête était pleine d'atrocités dont il avait été à la fois témoin et complice. Sous le regard inquisiteur des badauds, il se hâta de rejoindre son appartement dans le district Est. Sans prêter attention aux adolescents qui le narguèrent en bas de son immeuble, il rentra chez lui et referma la porte à double tour. Il s'assit sur son lit, le regard dans le vide, et laissa les images du carnage s'enchaîner dans son esprit. Ce rituel durait depuis plus de 20 ans. Les larmes finirent par couler quand il revit cet enfant amérindien qu'il avait coursé à cheval. Dans la panique, le gamin avait récupéré un pistolet du cadavre d'un des combattants Sioux. Par désespoir, il avait tiré une seule fois sur Jerry. La balle était passée au-dessus de sa tête. Il l'avait entendu siffler. Il avait même fermé les yeux en croyant sa dernière heure venue. Quand il les rouvrit, l'enfant était allongé dans l'herbe. En le percutant, son cheval avait évité à Jerry de salir son sabre. Et toujours galvanisé par ce déchaînement de haine, le raid Jacket était aussitôt reparti en chasse. Et en ce mois de juin 1913, 20 ans après, le vétéran pleurait encore en repensant à cet enfant. Il songea que si le Tout-Puissant n'était pas intervenu en déviant cette balle ce jour-là, cela aurait fait un monstre de moins sur cette terre. Allez, debout Seagull, t'as de la visite. Laisse-moi deviner. Stone vient se foutre de moi? Mais j'en sais rien, moi. Ostrander m'a juste dit que si tu te bougeais pas les fesses, ça allait barder pour toi. Alors, c'est qui le bouffon assez téméraire pour venir me voir? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Ostrander m'a rien dit. Allez, mène-toi. Me dis pas que c'est les guerriers arc-en-ciel. Non, laisse-moi la surprise, on va rigoler. Alors, tu baisses d'un ton. De toute façon, tu seras attaché pendant tout ton petit rencard. Et par pitié, essaie de te contrôler pour une fois. C'est déjà assez le merdier comme ça.